Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Florian, Creative Handicap. Alors cette fois-ci, je suis pas en direct de ma terrasse parce que il fait froid. En cet Xème jour de confinement, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va se raconter une histoire. Alors, en France, on connaît surtout un monsieur qui s'appelle Okusai et sa série des 36 vues du Mont Fuji, dans le célèbre Grande Vague de Kanagawa. Alors Okusai, c'est un des maîtres de l'ukiyo-e. Mais c'est quoi l'ukiyo-e? L'ukiyo-e, c'est un terme japonais qui signifie image du monde flottant. C'est un mouvement artistique japonais de l'époque Edo. Il comprend non seulement une peinture populaire, narrative, mais aussi et surtout des estampes japonaises qui sont gravées sur bois. Alors, les techniques d'estampes permettent une reproduction sur papier qui est bien moins coûteuse que les peintures aristocratiques de l'époque. Les termes de l'ukiyo-e, c'est également tout à fait nouveau parce que ça correspond au centre d'intérêt de la bourgeoisie. C'est des jolies femmes qu'on appelle les waran, les courtisanes, les shunga, les scènes érotiques, le théâtre kabuki, les lutteurs de sumo, les créatures fantastiques, les calendriers, les egoyomi et les cartes de vœux, les surimono, le spectacle de la nature, etc. Tout ça, ce sont des ukiyo-e. Alors Van Gogh, il n'a jamais mis les pieds au Japon, mais il était amoureux inconditionnel du Japon, de la culture, de son art pictural. Il a même avoué s'inspirer beaucoup des travaux d'un certain Hiroshiye. Il ira même jusqu'à décorer une de ses chambres à la manière de l'ukiyo-e. Alors qui était Hiroshiye? Hiroshiye, il est né en 1797 à Edo. Edo, c'est Tokyo. Il y est mort d'ailleurs en 1858. Alors c'est un dessinateur, un graveur, un peintre. Il s'est distingué par des séries d'estampes sur le mont Fuji, sur Edo, donc Tokyo. Et il dessinait de façon évocatrice les paysages, l'atmosphère de la ville. Il reprenait des instants de la vie quotidienne. On lui attribue plus de 5400 estampes, certains vont jusqu'à 8000. Et il est avec Okusai, avec qui on le compare souvent, d'ailleurs pour les opposer, un des derniers très grands noms de l'ukiyo-e et surtout en particulier de l'estampe de paysage. Alors, son histoire, l'histoire de Hiroshiye, elle est à prendre avec des pincettes. N'oubliez pas qu'on est au début du 19e siècle, fin du 10e, début 19e, et on n'a pas vraiment de trace écrite. En tout cas, on sait que son vrai nom, c'était Ando Tokutaro, qu'il est né dans la caserne de pompiers de son père à Edo. Son père, c'est Ando Genoemon, il est samouraï de rang inférieur, officier de brigade, et à la charge héréditaire de pompier. Il était chargé de la surveillance du château du shogun, Tokugawa, et de son gouvernement. Ils habitaient juste à côté. Alors ces hommes du feu, attention, ils sont appelés comme ça avec respect, et en dehors de leur charge d'hommes du feu, ils s'adonnent aux délices de la cérémonie du thé, ils composent des vers dans des clubs de poésie fermés, etc. Donc tout gamin, Hiroshiye, il est là-bas et puis il est initié au jeu très très jeune aux arts. Et puis à partir de 10 ans, on lui aurait appris la peinture traditionnelle Kano. Voilà. Pour la petite histoire, on a découvert un rouleau qui était intitulé Procession des insulaires de Luchu, qui a été retrouvé par des experts, et puis des experts l'ont attribué à Hiroshiye, qui à l'époque avait 10 ans quand même. Alors, on a cherché historiquement, puis on a bien trouvé des traces, comme quoi il y a un ambassadeur en 1806 des îles de Luchu qui est venu rendre hommage au shogun, etc. Et donc, pour ceux qui l'ont eu entre les mains, le dessin démontre un talent particulièrement précoce quand même. Peut-être que c'est lui qui l'a fait du coin de la rue en voyant la procession. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais Hiroshiye, il a 14 ans, il perd ses parents. Presque simultanément d'ailleurs, et puis il se voit léguer la charge de pompiers, donc qu'il effectue sans trop de difficulté, dans la mesure où elle n'est pas énorme, il a juste à protéger du feu le château du shogun, donc ça risque pas d'arriver, et donc ça lui laisse beaucoup de temps pour sa passion, qui est le dessin. Alors il a été refusé d'abord à l'école d'Utagawa Toyokuni, qui est un des maîtres de l'estampe, il avait trop d'élèves, et puis il a accepté dans l'atelier d'un autre qui s'appelle Utagawa Toyohiro. Voilà, donc Toyohiro, il lui apprend les styles du Kano traditionnel, du Shijo. Et puis à la mort de cet homme-là, notre ami reprend l'atelier sous le nom de Toyohiro II. C'était la tradition, prenait le nom de son maître.
Puis jusqu'en 1829, il se consacre au portrait, comme faisaient les copains hein, avec lui, hein, les femmes, les acteurs, les guerriers, enfin voilà, la peinture traditionnelle. Mais le véritable tournant de sa vie, c'est en 1832. Là, il peut léguer à son tour à Nakajiro. Nakajiro, c'est son fils. Ou son oncle, vous voyez, on n'est pas vraiment bien précis. Hein. La parenté exacte, elle n'a jamais pu être établie. Et il lui lègue en tout cas sa charge de pompier et il se consacre uniquement à la peinture. Alors heureusement, Hokusai a déjà ouvert la voie de la peinture de paysage et il en fait un genre à part entière. Et là, la demande devient très très forte hein, pour la représentation de paysages. Donc lui, il commence sa carrière de paysagiste avec les lieux célèbres de la capitale de l'Est. Et c'est sa série par contre, hein, les 53 étapes de la route de Tokaido, qui le lance et qui lui vaut la célébrité immédiate. Alors 53 étapes de la route de Tokaido, c'est un recueil de 55 estampes qui représentent les 53 étapes qui reliaient Edo, donc la capitale du shogun, à Kyoto, qui était la ville impériale. Donc ces 53 étapes intermédiaires dessinées auxquelles on rajoute Edo au départ et Kyoto à l'arrivée. Alors, faut pas oublier que c'est quand même le best-seller de l'ukiyo-e, ce truc-là, avec un tirage de plus de 10 000 exemplaires, d'où la renommée immédiate au Japon comme peintre paysagiste. D'ailleurs, on va le surnommer à l'époque le peintre du Tokaido. Alors, Hirosei, il sait sublimer la beauté naturelle du pays en utilisant un style qui permet des dégradés par bande ou une absence de motif. Il y rajoute une touche de magie en faisant appel à des atmosphères prenantes qui impliquent la pluie, la neige, la lune, le brouillard, voilà. Et en même temps, il y a une dimension lyrique hein, des estampes, la qualité d'impression aussi qui parachève le tout parce que prend soin de sélectionner les meilleurs éditeurs de l'époque, les meilleurs ateliers de gravure et d'impression. Et dans la seconde partie de sa carrière, il va changer de format, il utilise le format Oban, plus particulièrement, nous on appelle ça en portrait. Hein. Et cette présentation verticale, ça lui permet de donner une profondeur de champ et en plaçant les personnages au tout premier plan. Il va créer donc des repères spatiaux. Alors, il utilise beaucoup le style du Fukibokashi, qui permet des dégradés de couleurs. Et dans de nombreuses estampes polychromes, on peut remarquer l'utilisation du bleu de Prusse. Et ça lui vaut d'ailleurs, à ce moment-là, un autre surnom qui est celui de Hirosei, le bleu. Comme on dit, effectivement, certains s'accordent à dire qu'il a fait 8000 estampes. Pour sa vie, la fin de sa vie, il a été marié 2 fois. Sa première femme meurt, il a 43 ans. Il épouse directement la seconde fille d'un fermier qui a 16 ans de moins que lui quand même. On n'a pas dit qu'il était attiré par l'argent, on sait peut-être qu'il ne sait pas le gérer. On a surtout dit qu'il était épicurien. Et il va mourir du choléra le 12 octobre 1858 pendant l'épidémie d'Edo. Une épidémie de choléra qui va tuer 28 000 autres habitants quand même à Tokyo. Et peu avant sa mort, pendant l'agonie, il va écrire un poème que je traduis, c'est « Je laisse mon pinceau à Azuma, je vais voyager vers les terres de l'Ouest pour y observer les célèbres points de vue. » Voilà. Je voulais, moi, vous décrire quelque chose. C'est une des séries des 53 étapes de Tokaido. C'est Mont Fuji au matin à Hara. Alors, on est face à une estampe format paysage. La scène représente 3 personnages au premier plan sur une route partant à gauche. On a 2 personnages, visiblement un homme et une femme. Ils sont en kimono bleu avec des motifs blancs floraux. Ils sont en sandales. La première, elle a enlevé son immense couvre-chef, qu'on appelle le sandokasa. Vous savez, c'est un peu comme un immense bol en paille ou en bambou. Elle est de dos et elle fait face à l'autre personnage, qui est probablement son mari, qui se retourne vers elle, qui tire aussi son sandokasa de la main gauche sur la tête en lui parlant. Alors, il tire sur la tête, on imagine qu'il y a du vent, certainement. Et peut-être qu'il la questionne ou il la réprimande au vu de la position de son coude replié, de sa main droite tendue. Son visage un petit peu dur que l'on perçoit sous les traits de plume. On imagine qu'il la questionne et peut-être qu'il lui dit « Pourquoi enlever ton chapeau ?» Mais là j'extrapole. Sur leur droite, toujours au premier plan, un homme, sans aucun doute, en tunique verte, courte, au motif géométrique, qui laisse découvrir des cuisses nues. Lui, il porte les traditionnels kiyan, sont des guêtres noires, et des sandales tressées aussi. Il est armé d'une lame courte à la ceinture et porte sur son épaule un bâton de bambou auquel sont suspendus de part et d'autre 2 boîtes vertes. L'une est recouverte d'un drapé vert foncé. Ces boîtes sont certainement les bagages des 2 autres personnages et lui doit en être le garde du corps ou le valet. La route, elle est de couleur crème grisée et elle est délimitée aussi par des touffes d'herbe vert clair, du même vert que les boîtes d'ailleurs. Puis au second plan, prenant toute l'horizontalité de l'œuvre,
et sur le premier tiers inférieur, une rizière qui s'étend au loin. Alors c'est de simples traits de plumes verticaux noirs sur un fond crème, ça dessine ainsi les végétaux en masse plus sombre en avant-plan jusqu'à de simples traits de plus en plus petits vers le lointain. La perspective réelle est là, presque minimaliste. On voit deux hérons, l'un blanc, l'autre jaune, qui sont plantés au milieu de cette rizière. Le jaune est debout et l'autre recourbé. Mais c'est le troisième plan qui vient alors nous frapper. Partant de la droite, une montagne s'élève, sombre, et découpe le ciel, puis redescend et laisse surgir littéralement le mont Fuji, qui va jusqu'à percer le tableau en son sommet. Imposant, majestueux, on le discerne enneigé et on y devine alors un vol d'oiseaux qui descend le long de cette impressionnante montagne. Puis les montagnes redescendent sur la gauche, une bande jaune à leurs pieds, symbolisant le soleil levant peut-être. Et se continue en deux masses noires, montagnes de plus en plus petites, dont la première est aussi enneigée, se détachant du lointain, d'un bleu chatoyant, qui s'estompe vers le haut du tableau jusqu'à disparaître pour laisser place à une bande rouge, ou plutôt parme, qui s'étend sur toute la longueur la plus haute, comme un ciel de coucher de soleil ou de lever de soleil, sans cependant recouvrir le mont Fuji. Ah, c'est une aventure incroyable ces œuvres. D'un trait de plume, la scène est plantée, alors monochrome en grande majorité, sur quelques éléments prenant couleur. Des personnages, les herbes, les hérons, une partie de ciel, un soleil qui en garde, et en y regardant mieux, c'est le soleil levant. Les ombres sont grises, noires, dessinent des montagnes, le mont Fuji, la rizière. Un dessin presque minimaliste, comme je l'ai dit, qui pourtant attise notre imagination et nous plante un décor et on s'invite à se raconter une histoire. On se surprend à interpréter, à chercher à imaginer. Chaque estampe de Hiroshiye nous dépeint une tranche de vie. Les 69 étapes du Kisokaido, les 53 étapes du Tokaido, les séries de vues des célèbres sites des 60 et quelques provinces du Japon. Alors toutes ces estampes, comme des instants de vie, sont figées, saisies par l'artiste et l'image prend vie alors et s'anime dans notre imagination. Peut-être un reportage photo avant l'heure, un capteur de tranches de vie simples et quotidiennes. On peint plus des scènes posées, des grands de ce monde, on offre un art dédié à tous et pour tous. Des traits simples pour des instants simples, parsemés de couleurs pastel pour animer ces quotidiens riches en émotions et surtout en impressions. Alors, l'arrivée en grande quantité de ces estampes japonaises en Europe vont influencer la peinture européenne et en particulier l'école de Pont-Aven avec Camille Pissarro, Cézanne, Émile Bernard et puis Gauguin, puis après les impressionnistes. Et moi je terminerai ce voyage au travers de l'histoire du Japon du milieu du 19e siècle en rendant hommage à ce critique d'art, Louis Leroy, qui fut l'inventeur du mot impressionnisme de par ses propres mots. Je cite, « Que représente ces toiles, impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, qu'il doit y avoir de l'impression là-dedans. » Alors se voulant cinglant et railleur au propos de Claude Monet et de sa première exposition, cet homme, critique plutôt ignare et pédant, était loin de se douter que Hiroshiye allait inspirer tout le mouvement des peintres célèbres de cette fin de 19e siècle et que ce qualificatif d'impressionniste allait alors prendre ses lettres de noblesse et transformer les créateurs d'impression en génie de la peinture. Mais ça, c'est une autre histoire. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt.